Donc, l'édition 2022, c'est vraiment en collaboration avec l'AGETAC et la GAA. Donc, on a vraiment inclus tous les cycles des étudiants de la FSAA. On a également le Centre d'aide aux étudiants qui collabore avec nous pour cette édition. Tout d'abord, je vais vous inviter à répondre au sondage pour ceux qui sont dans la conférence. Là. Dans le fond, on aimerait juste savoir, là, cette conférence-là, elle rejoint qui? Puis, bon, cette première conférence-là, elle marque également le début de 2 semaines de contenu qu'on va axer sur le bien-être étudiant. Puis, ben, comme vous savez, aujourd'hui, c'est la journée Belle cause pour la cause. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, ça marque bien le début des conférences pour le bien-être étudiant. Donc, je laisse la parole à Raphaël. Bonjour tout le monde, merci d'être là ce matin. Donc, on a la chance d'avoir avec nous M. Simon Coulombe qui va lancer la première conférence des 2 semaines des journées du bien-être étudiant. Donc, cette première conférence qui s'intitule « Améliorer son bien-être grâce à l'autogestion des stratégies appuyées par la recherche ». Donc, un petit peu de contexte, pardon. M. Coulombe est professeur agrégé au département des relations industrielles de l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail. Donc, en plus de cette conférence qui va être déposée là, sur la chaîne YouTube de la faculté, comme Camille l'a mentionné, M. Coulombe a aussi accepté de faire 2 capsules indépendantes du sujet d'aujourd'hui qui vont aussi être déposées là, sur la chaîne YouTube, accompagnées d'une autre capsule qui va porter sur l'ergonomie en télétravail, aussi par une étudiante de la faculté. Donc, on vous remercie d'être là en grand nombre ce matin, puis je cède la parole à M. Coulombe. Merci beaucoup de cette présentation et de m'accueillir. C'est vraiment un honneur pour moi, une chance, un privilège d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de ce sujet-là qui me tient à cœur personnellement, mais aussi qui est important au niveau pour chacune d'entre vous, d'entre nous, puis aussi au niveau sociétal aujourd'hui, comme c'est aussi Belle cause pour la cause, c'est vraiment un moment privilégié pour ça. À tout moment, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Mais en fait, ce que je suggère pour les questions, c'est vous pouvez écrire vos questions dans le chat à tout moment. Si je la vois, je vais répondre en cours de présentation. Sinon, ça se peut que ça soit à la fin de la conférence. Et aussi, à la fin de la conférence, là, je vais être disponible, je vais garder du temps pour répondre aux questions ou vous pourrez même poser votre question à l'oral si vous voulez en ouvrant votre micro ou votre caméra. Et voici, c'est pour le fonctionnement d'aujourd'hui. S'il y a jamais, ça ne devrait pas arriver, mais s'il y a un glitch technologique où vous me perdez le son ou quoi que ce soit, faites-moi signe dans le chat, mais ça devrait bien fonctionner. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du bien-être et de l'autogestion. Inquiétez-vous pas, ça vous dit peut-être quelque chose, là, mais de toute façon, on va bien définir ces concepts-là, mais on va surtout parler de stratégies pratiques et concrètes pour prendre en charge, prendre du contrôle sur son bien-être, afin de l'optimiser. Et donc, c'est vraiment le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Mise en contexte, je ne pense pas que c'est nouveau pour vous. Mais au courant des 2 dernières années, depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les questions de santé mentale et de bien-être ont été aussi à l'avant-plan dans les médias, mais aussi parfois dans les réponses gouvernementales. Donc, c'était juste pour faire une mise en contexte. Et on voit qu'à travers les différentes vagues, ça, ces pages titres-là de médias québécois ou canadiens proviennent c'est des articles, des choses qui ont été publiées en ligne au courant de la dernière année. Donc, je dirais que ça ne dérougit pas là, d'une vague de la COVID à l'autre. Ça continue la santé mentale des Canadiens, des Canadiennes, des jeunes particulièrement, entre autres, qui reçoit beaucoup d'attention. Plus dernièrement, vous voyez, il y a la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec qui nous disait que dans le contexte de la 5e vague de la COVID qu'on est en train de vivre, plusieurs d'entre nous qui vivent des difficultés, une sorte de perte d'optimisme ou de désespoir, etc. Et jusqu'à un certain point, c'est normal avec tout ce qui se passe dans la société et les changements que ça impose sur nous. Et il y a même des mécanismes psychologiques en jeu qui expliquent pourquoi on se sent comme ça. Mais ça met beaucoup l'accent sur l'importance de s'attarder à la santé mentale. Et tout récemment, le gouvernement du Québec lançait un plan d'action, un plan de plus d'1 milliard de dollars pour soutenir la santé mentale.
Donc, vraiment, l'accent est mis beaucoup sur les questions de bien-être, de santé mentale. Et ultimement, moi, j'espère que ça va aussi mener à des changements positifs pour la vie, dans la vie de chacune d'entre nous. Et on voit aussi qu'avec la pandémie qui a mis à défi donc le bien-être, la santé mentale des gens, il y a quand même eu le fait que les questions de santé mentale ont été à l'avant-plan. Ça a amené aussi possiblement des progrès au point de vue de l'inclusion, de la déstigmatisation des difficultés de santé mentale, entre autres Simone Biles, qui a publiquement annoncé qu'elle se retirait du concours individuel à Tokyo dans le cadre des Jeux olympiques en raison de difficultés de santé mentale. Ce n'est pas nécessairement des décisions faciles, mais c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'affichent aussi avec des difficultés de santé mentale ou qui font face à des défis à leur bien-être. Puis ça fait partie du contexte social dans lequel on vit actuellement. Et ultimement, j'espère que c'est pour le mieux. Moi, d'ailleurs, petite introduction, oui, je suis prof au département des relations industrielles, mais je suis formé en psychologie. J'ai un doctorat sur l'autogestion de l'anxiété, de la dépression, du trouble bipolaire chez les personnes qui vivent avec ces difficultés-là. J'ai moi-même, je vis avec un trouble obsessionnel compulsif. Dans le fond, à l'âge de 17 ans, j'ai été diagnostiqué avec un TOC. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais je vérifiais beaucoup si les poignées de porte, si les portes étaient barrées, etc. Pourquoi je partage ça aujourd'hui, c'est entre autres pour aider à déstigmatiser puis voir que c'est pas parce qu'on vit avec des difficultés de santé mentale ou un bien-être des fois amoindri en raison de plein de raisons que notre carrière ou notre trajectoire professionnelle va être nécessairement négativement impactée. En fait, c'est même ça, c'est le fait que j'ai vécu avec ces difficultés-là qui m'a amené à étudier les sujets qui m'intéressent aujourd'hui et qui m'alimentent au quotidien dans mon travail. Puis il y a des choses, par contre, que j'ai faites pour aider à m'en sortir, pour aider à parcourir dans le rétablissement. Entre autres, j'ai fait beaucoup de théâtre, ça m'a animé. Puis plus tard, dernièrement, j'ai une passion pour les plantes que j'ai développées. Donc, ça, c'est ma plante à moi. Mais tout ça, ça fait partie de l'autogestion, comme on va voir aujourd'hui. On va en apprendre un petit peu plus tard, les trucs, les stratégies qu'on peut mettre en place pour aller mieux au quotidien. Aperçu de la présentation, maintenant que j'ai mis la table, on va parler premièrement du bien-être, de la santé mentale en définissant ces concepts-là. On va aborder un petit peu la COVID-19. Je ne veux pas que ça soit, on est un petit peu tanné d'en entendre parler, peut-être aussi. Je ne veux pas que ça soit nécessairement central tout au long de la présentation, mais on va en parler un petit peu. Et ensuite, on va parler de l'autogestion de la santé mentale puis du bien-être et de comment concrètement développer un plan d'autogestion. Puis on va se quitter en parlant un petit peu de comment s'engager un petit peu à la fois dans l'autogestion. Aujourd'hui, on va parler, globalement, je pense que la présentation est plutôt sous l'angle de l'empowerment, de l'optimisme, l'espoir. Mais c'est certain que certains d'entre vous vivez des difficultés de santé mentale ou juste des moments plus difficiles. Ça pourrait quand même vous faire émerger là, certains souvenirs ou certaines émotions, là, la présentation. Gardez un œil peut-être sur comment vous vous sentez durant la présentation, puis si à tout moment, vous pouvez prendre une pause, arrêter donc je pense que ça devrait aller, mais gênez-vous pas, on est là dans un environnement sécuritaire. Gênez-vous pas pour faire ce qu'il faut pour prendre soin justement de l'autogestion de votre santé mentale. Qu'est-ce que le bien-être? En fait, je vais commencer, je vais juste arrêter le partage et partager quelque chose d'autre. Je vais vous amener sur cette page-là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je pense que oui. Si vous vous rendez à la page dont l'adresse en haut, menti.com, puis vous rentrez le code que vous voyez, je vous inviterai à aller rentrer. Quels sont quelques mots qui vous viennent en tête lorsque vous pensez au mot santé mentale ou au mot bien-être? Les deux, j'utilise un peu les deux de façon synonyme. Mais puis là, sachez que les mots que vous rentrez, on va les voir dans un nuage de mots. Là, fait que on n'écrit pas des choses compromettantes. Fragile. Je vais vous laisser une minute ou deux pour le faire. Je pense que vous pouvez rentrer jusqu'à 3 mots à peu près.
Ah, hmm. Peut-être encore 30 secondes. Le nuage va continuer à se former, mais on voit vraiment, ben, équilibre semble va être sorti chez plusieurs personnes parce qu'il est plus gros. Mais tu sais, vous voyez, le champ sémantique associé au terme bien-être varie d'une personne à l'autre. Il y a beaucoup de mots positifs, bonheur, écoute, sérénité, esprit libre. Donc, il y a des aspects plus émotionnels, des aspects plus peut-être intellectuels, un peu esprit libre. Mais aussi des aspects, tous ces aspects-là positifs. Puis après ça, il y a aussi le sport qui peut aider, les difficultés qui sont peut-être les aspects un peu de l'absence de bien-être ou l'opposé. Comme vous allez voir, ben, c'est pas surprenant, mais ce que vous dites rejoint là, les travaux scientifiques sur le sujet. Mais ce que je veux vous amener à réaliser aussi, c'est que le bien-être, c'est un concept très subjectif, puis que chacun a sa propre façon de voir le bien-être. Fait que c'est juste normal que le bien-être pour vous individuellement, ça ne veut pas dire la même chose pour chacun, chacune. Je vous amènerai sur un autre nuage de mots, si je suis capable. C'est pas long. J'essaie de voir. Ah, oups, je l'ai. OK, ce sera pas long. C'est un autre nuage de mots. Maintenant qu'on a parlé, qu'est-ce que le bien-être? Je me demande, qu'est-ce qui, dans votre vie, dans votre environnement universitaire ou en tant qu'étudiant, étudiante, influence votre santé mentale puis votre bien-être? Il n'y a pas de pression à participer, là, c'est juste si ça vous tente, pour rendre ça un peu interactif. C'est que la vie sociale, les aspects sociaux, le stress professionnel au travail ou à l'université, j'imagine, la motivation aux études ou le fait que l'environnement d'études soit motivant, les autres, donc les aspects sociaux, l'implication peut-être bénévole ou communautaire, le gym, donc le sport, les examens, l'aspect donc professionnel, l'aspect académique aussi, le réseautage. Donc, vous voyez, c'est intéressant, puis on va revenir tantôt qu'il y a bien des affaires qui influencent le bien-être, mais les aspects sociaux reviennent souvent aussi. Tu sais, les gens ils ont un grand rôle à jouer dans notre bien-être, les amis, le rôle, puis votre environnement d'études aussi, puis ça en fait beaucoup, beaucoup de choses à gérer, tous ces facteurs-là, justement, pour trouver un équilibre. On va y revenir dans les prochaines diapos. Merci d'avoir partagé ça. Je suis content. Puis c'était pour vous faire voir que c'est aujourd'hui que je vous présente des concepts, des travaux scientifiques sur le bien-être, la santé mentale, puis qu'est-ce qui peut être fait pour la favoriser. Mais ultimement, vous êtes les experts de votre santé mentale, de votre bien-être, de qu'est-ce que c'est pour vous, puis qu'est-ce qui peut être fait aussi. Donc, il faut vraiment vous questionner puis voir qu'est-ce qui, pour vous, dans ce que je présente, peut fonctionner ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre contexte. Qu'est-ce que le bien-être? Bien, longtemps, les travaux scientifiques se sont centrés sur le mal-être. Dans le fond, en psychologie ou dans plein de domaines, ou même en santé, on s'est interrogé beaucoup plus sur qu'est-ce qui rend malade, comment guérir la maladie, etc. Mais par contre, déjà en 1946, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définissait le bien-être comme un état de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C'est la définition de 1946. Par contre, ça a pris vraiment plusieurs décennies avant qu'il y ait comme je dis un anglicisme, un switch ou un changement qui s'opère et qu'on commence vraiment à regarder le bien-être comme étant plus que l'absence de difficultés ou de maladie. En fait, c'est vers les années 2000, en tout cas en psychologie, à ce qui concerne les aspects plus psychologiques du bien-être, qu'on a commencé à intégrer davantage les aspects positifs. Aujourd'hui, c'est reconnu que le bien-être, ça inclut deux dimensions. L'absence de difficultés de santé mentale,
mais aussi la présence de santé mentale positive. Parfois, on utilise le terme bien-être ou santé psychologique pour ces aspects-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment deux dimensions qu'il faut prendre en compte. Qu'est-ce que des difficultés de santé mentale? Bon, je pense que ça ne sera pas nouveau pour vous. Il existe une panoplie de différentes difficultés de santé mentale. Ça peut être plus général, un sentiment de détresse, la dépression, l'anxiété, l'abus de l'usage de différentes substances qui peut nuire au fonctionnement dans certains cas. L'épuisement professionnel, qui est le burn-out, ou même l'épuisement dans le contexte des études. Là, il y a plusieurs travaux de plus en plus sur le burn-out chez les étudiants, mais aussi toute une diversité d'autres troubles psychologiques ou maladies mentales, je mets entre guillemets, qui ont été identifiés par les psychiatres, les psychologues, etc. Donc, pendant des années, des décennies, les psychiatres, les psychologues, les médecins se sont interrogés sur comment aider les gens à ne pas vivre ces choses-là, mais aussi comment les aider à s'en sortir. Mais ça, c'est juste un côté de l'histoire. Parce qu'il y a quand même une majorité de gens qui, au moment où on se parle, ne vivent pas des difficultés significatives. Mais la question qui restait, qu'on ne savait pas, c'était comment aider ces gens-là qui ne vivent pas ces difficultés-là, mais qui ne se sentent pas nécessairement heureux ou épanouis. Donc, c'est là que vers les années 2000, il y a un champ qui est la psychologie positive qui a émergé et il y a entre autres Keyes qui a développé des indicateurs de santé mentale positive. En fait, la santé mentale positive, c'est justement qu'est-ce qui fait que je ne suis pas au neutre, mais je me sens épanoui. Peut-être que j'ai des difficultés de détresse ou de dépression, peut-être pas, mais outre ça, qu'est-ce qui peut être fait comme pour que je me sente épanoui dans ma vie, que je me sente bien au quotidien? Donc, selon Keyes, puis il y a plein de travaux scientifiques qui soutiennent ça, le bien-être, la santé mentale positive, ça inclut des aspects émotionnels. Donc, se sentir heureux, intéressé, satisfait de votre vie. Donc, vraiment, des aspects plus liés au plaisir dans la vie. Mais ça inclut aussi plein d'aspects axés sur le fonctionnement positif. Là, ici, c'est un questionnaire qui, entre autres, a été utilisé par Statistique Canada. On va pas nécessairement le remplir ensemble, mais je vous invite à le remplir si vous voulez là, par la suite. Il se trouve aussi au site Internet que vous voyez. Mais l'idée, c'est qu'il y a donc le bien-être émotionnel, mais aussi le fonctionnement positif. Puis le fonctionnement positif, il est très lié aussi au fonctionnement dans la société. À quel point vous sentez que vous appartenez à quelque chose, que vous apportez quelque chose d'important à la société, qu'on a un sentiment d'appartenance à un groupe, que la société fait du sens pour nous. Puis il y a tout aussi un aspect plus personnel, sentir qu'on s'accepte comme personne avec nos bons, nos mauvais côtés, qu'on est bon pour gérer notre quotidien, etc. Dans le fond, tout ça, c'est des indicateurs de santé mentale positive. Ce que les travaux montrent, c'est que la santé mentale positive puis les difficultés de santé mentale, c'est deux échelles, deux dimensions différentes. Ce n'est pas simplement l'idée que la santé mentale positive, c'est l'inverse des difficultés. Non, c'est deux choses qui peuvent coexister. Donc, on dit que les personnes qui n'ont pas beaucoup de difficultés de santé mentale puis qui ont une santé mentale positive, qu'elles sont en état d'épanouissement. Et à l'inverse, les personnes qui ont un faible degré de santé mentale positive et un degré élevé de difficulté de santé mentale sont en flétrissement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des cadrans intermédiaires, les deux que je pointe présentement. Donc, c'est des cadrans où il y a, par exemple, le profil en lutte, c'est des gens qui vivent pas mal de difficultés de santé mentale, mais qui réussissent quand même à trouver un sens à travers tout ça dans leur vie, qui réussissent à s'épanouir d'une certaine façon. Puis on a un autre profil ici qui est le profil des gens qui ne vivent pas nécessairement des difficultés de santé mentale cliniquement significatives, mais qui quand même perçoivent pas un grand degré de santé mentale positive, qui ne se sentent pas nécessairement épanouis. Dans le cas de la pandémie, dans les dernières années, les derniers mois, là, la dernière année, il y a des travaux qui ont été écrits puis qui mettaient un peu de l'avant qu'on se sentirait, plusieurs d'entre nous, pas mal dans ce cadran-là, dans les moments là, de confinement et tout. Ce n'est pas qu'on est nécessairement en détresse, mais on ne sent pas qu'on s'épanouit, qu'on est au meilleur de qui on peut être, par exemple. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites. C'est quand même intéressant. Au Canada, il y aurait 72 là, en 2012 des personnes là, qui se trouvaient en épanouissement. Mais il y a quand même pas mal de personnes qui se trouvent en lutte. Donc, ça, c'est probablement des personnes qui vivent avec des difficultés de santé mentale chroniques, mais qui réussissent à trouver un sens, à s'épanouir, à trouver une certaine satisfaction dans leur vie.
Ce qui est intéressant, c'est que le cadran épanouissement, les gens qui ont une santé mentale positive élevée, c'est ces personnes-là qui ont les résultats les plus positifs en termes de santé physique, d'absentéisme au travail plus faible, un meilleur fonctionnement et même chez les étudiants, plus de succès académique, entre autres mesuré avec les notes. On a aussi vu dans certains travaux que les gens qui ont une absence ou une santé mentale positive faible, en fait, sont plus à risque de mortalité durant un certain nombre d'années par la suite. Les gens qui ont une santé mentale positive élevée, chez les étudiants, en fait, on a vu qu'ils avaient moins de comportements suicidaires, moins d'imitations qui nuisent aux résultats académiques. On a aussi vu dans le contexte du travail, je sais qu'il y en a beaucoup qui partageaient peut-être un emploi ou des emplois en plus de votre rôle d'étudiant, mais que les gens qui ont une santé mentale positive élevée, c'est protecteur contre le stress au travail. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut à tout prix être heureux tout le temps, mais c'est de dire qu'il faut arrêter de juste parler de santé mentale en pensant aux gens qui ont des troubles de santé mentale. La santé mentale puis le bien-être, c'est plus que ça. C'est aussi se questionner qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que je vais me sentir vraiment bien puis épanoui? Parce que cet épanouissement-là ou cette santé mentale positive élevée est importante là, pour notre futur en tant que personne puis en tant aussi que société. L'idée, jusqu'à un certain point individuellement, c'est qu'au quotidien, on vit tous un certain nombre de difficultés, de défis ou des émotions des fois négatives sans que ce soit un trouble. Mais on a aussi, on vit certaines émotions positives. L'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver un équilibre entre ces choses-là. Puis ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'équilibre est dynamique, mais qu'on peut agir au quotidien pour essayer de le préserver. Donc, tu sais, comme moi qui disais que j'avais vécu avec le trouble obsessif-compulsif ou obsessionnel-compulsif, j'ai fait des choses dans ma vie, puis j'en fais encore au quotidien pour essayer d'aller mieux. Comme je disais, dans le temps, quand j'étais étudiant au cégep et que j'ai été diagnostiqué avec le trouble, j'ai fait du théâtre, puis ça m'a fait un bien fou. Mais maintenant, j'ai changé un peu mes stratégies. Puis moi, prendre soin de plantes ou être en contact avec certains aspects de la nature, ça joue un rôle important pour moi. Mais l'idée, c'est que cet équilibre-là est dynamique. Puis peut-être que dans 5 ans, je vais devoir faire d'autres choses pour retrouver ces bénéfices-là. La COVID-19, en fait, c'est jusqu'à un certain point, elle est associée à plein de facteurs de risque dans nos vies, dans la société, mais qui nous impactent au quotidien dans nos vies, qui met en péril l'équilibre qu'on avait peut-être réussi à trouver ou à développer. Il y a plein de stresseurs liés à la COVID, puis je ne suis pas nécessairement obligé de tous les passer, mais on sait que l'anxiété liée à la peur de contracter le virus, mais aussi les conséquences que ça aurait de devoir manquer le travail, manquer l'université, etc. L'isolement social, le fait de partager des espaces avec d'autres personnes, des fois qu'on n'était pas habitué d'être avec eux 24 heures sur 24. Et bien sûr, ça a eu des changements sur certains aspects financiers pour les étudiants, mais le fait d'étudier à distance et puis d'utiliser des technologies toujours, ça se peut qu'il y a un concept même lié à ça, le stress lié à l'utilisation des technologies. Puis ça a été associé à certains aspects négatifs du bien-être. L'incertitude générale que la crise a causée, c'est aussi des aspects qui risquent d'influencer les difficultés de santé mentale puis la santé mentale positive en général dans votre vie, mais aussi dans votre rôle d'étudiant à l'université ou dans votre rôle de travailleur dans vos milieux de travail si vous travaillez à l'extérieur. Donc, l'idée, c'est qu'un de ces facteurs-là, tout seul, c'est peut-être pas si mal, mais lorsqu'on combine tous ces stresseurs-là, ça met potentiellement, on peut atteindre un peu la limite de nos capacités d'adaptation. Puis c'est là qu'on voit des difficultés de santé mentale qui risquent d'arriver, puis un bien-être ou une santé mentale positive amoindrie. En fait, ça date d'il y a un an, un petit peu plus d'un an, en fait. C'est en novembre 2020, donc la situation pourrait être un petit peu différente, évidemment, présentement. J'avais collecté des données auprès de plus de 2000 Canadiens de 18 ans et plus qui étaient des travailleurs, mais aussi possiblement des étudiants, certaines. Donc, je ne dis pas que ça s'applique directement, mais juste pour vous donner une idée, on a posé des questions sur les niveaux d'anxiété et on est capable de catégoriser les gens avec un seuil. Est-ce qu'ils sont supérieurs à un seuil clinique? Supérieur, ça veut dire que peut-être que la personne vit avec un trouble lié à l'anxiété, ou est-ce que la personne est inférieure, donc il n'y aurait pas un trouble anxieux probable. Et on a vu, entre autres, chez les jeunes, ça m'a vraiment marqué, en novembre 2020, il y avait 35% des jeunes qui étaient là, dans notre échantillon supérieurs au seuil clinique. C'est vraiment beaucoup, c'est plus que le double ou peut-être même 3 fois, ça varie, la proportion à laquelle on pourrait s'attendre en temps normal.
Évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde a vraiment des troubles parce qu'il faut avoir ces symptômes-là de façon un peu prolongée pour avoir un trouble, mais ça montre quand même que les gens vivaient, en tout cas à cette époque-là, beaucoup de détresse et qu'il faut prendre ça au sérieux. On a aussi mesuré la santé mentale positive avec différents questionnaires de bien-être. Et le questionnaire, vous voyez, c'est les moyennes des scores obtenus. Puis à droite, vous voyez le minimum et le maximum sur cette échelle de scores. Et on voit que les scores étaient quand même assez élevés, là, plus haut que le point milieu de l'échelle. Et donc, les gens vivaient quand même un certain degré de bien-être, donc malgré tout. Mais lorsqu'on demandait de coter le bien-être avant la COVID versus pendant la COVID, on voit que le chiffre pour pendant la COVID était quand même plus bas. Mais donc, il y a quelque chose qui se passe quand même. Le bien-être positif semble aussi amoindri. Mais il semble y avoir une certaine résilience parce que les gens, tu sais, le score moyen n'est pas super, super faible. Donc, ça, c'est en novembre 2020. La question qui reste, c'est comment c'est aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à trouver de données étonnamment auprès des étudiants, puis des données plus récentes. Mais on voit déjà à l'automne 2020, il y avait 81 des étudiants qui ont participé à une enquête au Québec qui étaient en détresse psychologique élevée, ce qui est vraiment, vraiment élevé. Il y a une enquête qui a été faite à l'automne 2020 par l'Allier auprès de ses membres. Et on voyait qu'avant la pandémie, il y avait 28 des gens qui, lorsqu'on leur demandait de coter leur bien-être rétrospectivement, en pensant avant la pandémie, qui disaient qu'ils avaient une santé, un bien-être psychologique élevé, tandis que pendant la pandémie, au moment du questionnaire, c'était seulement 2 ça serait intéressant de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il en serait, mais moi, j'ai l'impression que ça serait peut-être entre les deux chiffres, là, ça serait à voir. Il faut aussi se rappeler que la pandémie n'a pas touché tout le monde de façon égale. Il y a pas mal de travaux qui suggèrent que les groupes que vous voyez à gauche sont susceptibles d'avoir vécu plus de difficultés reliées à la pandémie. Les personnes racisées, les personnes LGBTQ+, les personnes vivant avec un handicap, les personnes qui avaient des difficultés de santé mentale avant, puis aussi l'intersection entre ces différents groupes-là. Entre autres parce que c'est des groupes qui ont des fois besoin d'avoir accès à des espaces sécuritaires où se rassembler, à partager avec d'autres membres de leur communauté. Et ça a été plus difficile, en tout cas en personne. L'accès au réseau de services de soutien était parfois plus difficile. Puis il y a quand même une fracture numérique qui fait que certaines personnes de certains de ces sous-groupes-là n'ont pas autant accès à Internet pour recevoir du soutien, etc. Donc, il faut garder ça en tête que la pandémie n'a pas touché tout le monde de manière égale et il faut avoir aussi de la compassion puis être particulièrement vigilant à soutenir les personnes qui se retrouvent dans les communautés plus marginalisées sur le campus, entre autres. À quoi s'attendre dans les prochains mois? Je vais finir sur ça par rapport à la COVID. C'est certain que dernièrement, ça a quand même été documenté avec la vague actuelle qu'il y a une certaine forme de désespoir où les gens perdent un peu de leur optimisme, possiblement qu'on a atteint jusqu'à un certain point des limites des capacités adaptatives. Reste à voir, est-ce que dans le futur, c'est vraiment l'évolution de la pandémie qui va nous dire comment ça va se passer. Mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a un autre confinement, nos ressources sont mises à l'épreuve. On utilise d'autres de nos ressources, mais entre les confinements, on peut un peu redévelopper notre bagage de ressources aussi. Mais c'est à suivre. Je dirais, là, je pense que vous retournez très, très bientôt aux cours en personne, mais il y a peut-être des cours à distance aussi que vous allez continuer à faire. Je vous invite à rester à l'affût des signes de détresse, mais aussi des signes de bien-être amoindri chez vos collègues, chez vous, mais aussi vos collègues. Souvent, à distance, on n'a pas autant un réseau développé qui nous permet que les autres personnes voient qu'on ne va pas bien. Donc, je vous invite à rester à l'affût. Puis on sait, entre autres, qu'un problème avec les études sur le télétravail, entre autres, on en sait moins sur les études à distance, mais le télétravail, on sait que passer un certain nombre de jours par semaine en télétravail, quelques heures, une journée ou deux, c'est bien, c'est pas si grave, mais passer un certain nombre de jours, plus de 2,5 jours de télétravail, il semblerait que nos relations sociales avec les collègues s'effriteraient. Donc, on aurait moins de réseaux sociaux, moins de ressources sociales pour nous aider.
Donc, l'idée, c'est malgré l'utilisation des technologies puis les trucs à distance, d'essayer de cultiver nos réseaux. C'est des facteurs importants à prendre en compte pour éviter là, de se retrouver 100% en télétravail ou études à distance. Il semblerait qu'un mode hybride serait le mieux justement pour nous permettre de continuer à cultiver nos réseaux puis avoir le soutien que ça apporte. Comment favoriser l'équilibre dans tout ça? Bien, c'est certain qu'un facteur clé pour favoriser l'équilibre, c'est d'avoir accès à du soutien social. Le soutien social, c'est vraiment toute forme d'aide tangible, intangible ou même de l'information, de l'écoute que les personnes autour de nous peuvent nous offrir. Dans plein d'études sur la santé mentale et le bien-être, ça ressort comme un facteur clé vraiment important associé à vivre de la santé mentale positive, moins de difficultés de santé mentale. Dans notre étude qu'on a faite en 2020, on a vu que les gens qui rapportaient plus de soutien social de leurs collègues, de leurs supérieurs, etc., vivaient moins de symptômes d'anxiété et de dépression. Il y a plein d'études auprès d'étudiants universitaires qui montrent aussi des liens entre soutien social et un meilleur bien-être, une meilleure santé mentale. Donc oui, il faut continuer à améliorer notre environnement. C'est aussi notre rôle, chacun d'entre nous, d'être présent pour soutenir les autres. Puis soutenir, ça ne veut pas dire faire nécessairement des grosses choses. Ça peut juste savoir écouter quelques minutes ou référer la personne à une ressource ou prendre le temps d'être présent pour une personne, bien, ça peut avoir un gros rôle. Donc oui, l'environnement social joue un rôle, mais il y a aussi tout ce que nous, on peut faire, ce que vous pouvez faire pour développer plus de pouvoir sur votre santé mentale, sur votre bien-être. Si je vous demandais, après une journée éprouvante, qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous me diriez? Est-ce qu'il y a 2-3 personnes qui voudraient partager? Quand vous avez eu une grosse journée à l'école, à l'université ou au travail, vous revenez à la maison ou vous avez été fermer l'ordinateur, qu'est-ce que vous faites qui vous fait du bien? Je peux y aller en premier si ça peut inciter des gens à dire, mais moi, je dirais que surtout pendant l'hiver, là, moi qui déteste l'hiver, ben, quand j'ai une grosse journée, c'est genre d'aller dans un bain chaud avec un livre. Ça, c'est comme ça me permet de décompresser un peu. Oui, lire, une activité que vous aimez faire, je pense, probablement, puis un bain. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a hâte de partager? Je sais que c'est un peu gênant, partager avec tout le monde. Moi, j'aime vraiment ça aller prendre une marche dehors. Là. Comme ça, je suis sûre de ne pas être sur mon téléphone. Ça me permet de ne pas penser à mes études ou au quotidien. Là. Fait qu'aller prendre une marche avec de la petite musique, c'est tout le temps bien fou aussi. Cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Puis pas de pression. Ah, je pense peut-être dans le chat. Prendre 30 minutes de yoga, entraînement, écouter un film. Cool. Donc, des choses que vous aimez faire, qui vous permettent de décrocher. Bien, je vais prendre plus de temps là, pour ça, mais l'idée, c'est ça, l'autogestion. Autogestion, ça a l'air d'une autogestion du bien-être ou de la santé mentale, ça a l'air compliqué. Mais dans le fond, vous en faites déjà, on en fait déjà tous. C'est des moyens, petits ou plus grands, qu'on met en place au quotidien pour s'aider à aller mieux. C'est simplement ça, l'idée de l'autogestion. Puis, vous ne saviez peut-être pas, vous le sentiez que ça vous fait du bien, mais il y a des travaux qui suggèrent que c'est bon pour la santé et le bien-être pour vrai. En fait, je ne vais pas répéter, là, mais le concept d'autogestion a émergé, entre autres, des travaux auprès des personnes qui vivent avec des difficultés de santé mentale, en parlant des choses qu'elles peuvent faire au quotidien pour gérer leurs difficultés, leurs symptômes, prévenir les rechutes, puis aussi optimiser leur bien-être. Mais moi, j'utilise aussi le concept pour parler plus globalement. C'est toute la population, on peut faire de l'autogestion pour prévenir les difficultés ou nous aider lorsqu'on en vit. En fait, il y a plein de travaux qui ont été faits qui montrent que si on soutient l'autogestion des personnes qui vivent avec des difficultés de santé mentale, c'est associé à des résultats empiriques. Les études montrent que c'est associé à une réduction des symptômes, à davantage de sentiments d'auto-efficacité, sentiment d'avoir du contrôle sur sa vie, de l'espoir que les choses vont aller mieux, puis aussi un sentiment de bien-être positif. On a fait une étude auprès de 50 personnes qui vivaient avec un trouble anxieux ou un trouble de l'humeur, donc un trouble dépressif ou un trouble bipolaire. Et on leur a demandé qu'est-ce que vous faites pour aller mieux? C'était des personnes qui considéraient qu'elles étaient en rétablissement, donc qu'elles avaient progressé et qu'elles allaient mieux. Et on a identifié que les gens nous ont rapporté plus de 60 différentes stratégies qu'elles mettent en place au quotidien pour prendre soin de leur santé mentale, de leur bien-être. Les stratégies, on les a divisées en 5 différentes catégories. Je vais les passer une par une dans les prochaines diapos, puis vous donner un exemple de stratégie pour chacune. D'abord, il y a des stratégies qui sont dites plus cliniques. En fait, comme j'ai dit, c'était des personnes qui ont certaines difficultés au départ et ils nous ont dit, moi,
c'est demander de l'aide. Parce que faire de l'autogestion, ça ne veut pas dire faire seul. Oui, on peut prendre du contrôle, mais ça veut dire justement prendre du contrôle puis chercher l'aide, demander l'aide dont on a besoin. Ce n'est pas toujours facile. On sait entre autres que chez les jeunes adultes, particulièrement, mais aussi d'autres personnes, il y a beaucoup de stigmatisation associée au fait d'avoir des difficultés de santé mentale. Parfois, une difficulté à vouloir exprimer ses préoccupations. Les jeunes, puis tout le monde, on veut de l'autonomie, on n'aime pas ça, chercher de l'aide. Puis il y a aussi encore des barrières à l'accès. Les coûts de certains traitements ou de certains professionnels sont là. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une variété de ressources qui sont existantes. Puis il y a l'idée de la technique du pied dans la porte. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'idée que des fois, si une personne fait quelque chose de petit qui lui semble moins épeurant, moins stressant, ben, elle met le pied dans la porte, tranquillement, elle essaye de faire quelque chose de petit, ben après ça, elle est plus susceptible d'aller vers quelque chose de plus gros. Mais on peut penser à ça en termes de recherche d'aide. Parfois, ça peut nous faire peur, ça peut vous faire peur de me dire je vais aller voir un psychologue ou quelqu'un qui va m'aider. Mais d'abord, commencez par quelque chose de plus petit qui va peut-être vous montrer que ce n'est pas si pire, puis ça vous fait du bien, puis ça va peut-être vous donner le goût d'aller vers quelque chose de plus, une démarche plus en profondeur ou un petit peu plus longue. Donc, l'idée, c'est réfléchissez parmi les différents soutiens qui sont disponibles pour vous en matière de santé psychologique. Il en existe une panoplie. Qu'est-ce qui conviendrait le mieux à vos besoins? Souvent, lorsqu'on parle de santé mentale, on pense beaucoup à avoir un psychologue, mais il n'y a pas juste ça. Oui, à l'Université Laval, vous pouvez voir le centre d'aide qui offre des services d'aide en psychologie. Puis oui, c'est tout à fait valable et très utile, mais il y a d'autres approches. Il y a aussi des sentinelles, des gens qui sont formés dans les différentes facultés pour aider les personnes qui vivent de la détresse. Il y a aussi les lucioles qui sont plus dans une perspective un peu de, si je comprends bien, là, de père aidant. C'est d'autres étudiants qui peuvent fournir du soutien. Il existe aussi des services à l'extérieur de l'université. Gratuitement, il y a un programme qui s'appelle Retrouver son entrain, qui est un accompagnement psychologique un peu dans une idée d'autogestion. Donc, je n'ai pas fait une liste complète de tout ce qui est possible, mais c'est pour vous montrer qu'il y a une variété de choses. Puis peut-être que c'est une de ces petites choses-là, comme, mettons, retrouver son entrain, c'est en ligne. Peut-être que c'est moins stressant pour vous, puis que vous seriez plus à l'aise de commencer par ça. Puis après ça, vous verrez si vous avez besoin d'un soutien plus complet. Mais donc, l'idée, c'est de prendre du pouvoir. Puis la prise de pouvoir, ça a été associé à des résultats bénéfiques là, chez les personnes qui vivent avec des difficultés de santé mentale. Et dans votre cas, puis je ne sais pas, mais ça pique aussi, même si on ne vit pas avec des difficultés cliniques. Là, ça se peut que ça soit juste que vous avez besoin de parler, même si vous n'êtes pas en grande détresse, puis c'est correct aussi, puis c'est légitime de demander de l'aide. Mais c'est un processus qu'il faut reconnaître que ça prend des étapes, on peut y aller on peut commencer par ce qui convient le mieux. Après ça, il y a les stratégies fonctionnelles, donc d'autogestion. Les stratégies fonctionnelles, c'est des choses qui nous aident à organiser notre vie au quotidien, à être plus fonctionnel dans le quotidien. C'est assez concret. Une stratégie, entre autres, c'est aménager son espace de travail en fonction de nos besoins et préférences. Là, à gauche, c'est où je vivais avant, pendant le confinement. Je travaillais, je vivais sur la table de cuisine, en gros. Là. Et vous trouvez peut-être que c'est le bordel. Objectivement, vous trouvez que c'est peut-être pas un bon environnement. Mais vous voyez, derrière moi, j'avais mes plantes et ça me rendait très, très heureux quand même. Donc c'est là où je voulais juste spécifier l'espace de travail. Chacun a ses préférences, ses façons de faire. Oui, il y a peut-être des trucs de base à respecter. Puis c'est vrai que j'aurais pu faire un peu plus de ménage sur ce qu'il y avait sur la table. Mais l'idée, c'est qu'il y a des choses subtiles ou des choses qui plaisent à la personne qui peuvent avoir un gros impact. Ici, vous pourrez le faire par après si vous allez voir l'enregistrement, mais c'est un questionnaire qui vous amène à réfléchir sur l'endroit où vous travaillez ou l'endroit où vous étudiez, mettons surtout où vous faites vos cours à distance. Est-ce que c'est un endroit au plan psychologique qui répond à vos besoins? Besoin de sentir un genre de refuge en sécurité, le besoin de possiblement avoir de l'intimité ou besoin d'un espace calme, le besoin que ce soit fonctionnel, que ce soit plaisant, que ça reflète votre identité, que c'est un environnement stimulant. Ce qu'on a vu, c'est que les personnes qui répondent oui, qui disent que ces environnements-là où ils travaillent, où ils passent du temps, répondent à leurs besoins, mais ils vivent plus de santé mentale ou de bien-être. Donc, l'idée, ce n'est pas nécessairement de faire des murs et tout, là, mais c'est de voir qu'est-ce qui peut être utilisé. Il y a des petites choses qui peuvent être faites. Entre autres, on sait qu'un environnement de travail ou d'études qui reflète qui vous êtes, votre identité, que ce soit avec des photos, avec des objets que vous aimez, bien, ça peut avoir un rôle sur comment vous vous sentez au quotidien. Ça a l'air simple, ce n'est pas compliqué,
mais ça peut jouer un rôle. Donc, l'idée, c'est de prendre action. Au point de vue des stratégies dites existentielles, ça, c'est une autre catégorie de stratégies d'autogestion. On a beaucoup parlé de différentes stratégies, mais l'idée de ce qui est existentiel, c'est plus des questions un petit peu plus profondes sur qui vous êtes. Faire peut-être vous amener à réfléchir sur accepter qui vous êtes, que vous avez vos défauts, vos qualités, que vous n'êtes pas parfait. Ce genre d'acceptation-là, c'est bon pour la santé mentale ou le bien-être. Il y a aussi toutes les méthodes axées sur la pleine conscience qui sont utiles. Vous êtes probablement familier ou certaines. La pleine conscience, c'est vraiment l'idée d'avoir vraiment pleinement conscience de ce qui se passe au moment présent autour de vous, mais aussi dans votre tête, dans votre corps, avec une attitude ouverte et réceptive. L'idée, c'est dans le fond d'amener à réguler notre attention vers le moment présent, puis d'observer ce qui se passe avec douceur, curiosité et ne pas juger. Donc, si je me sens mal ou si je pense telle affaire puis je ne devrais pas penser ça, bien, accepter que je pense ça, être ouvert, curieux de pourquoi, mettons, je pense ça, mais ne pas juger pour penser ça. Ne pas juger pour être anxieux, ne pas juger parce qu'on est stressé, mais plus accepter que c'est là. Ça ne veut pas dire accepter avec résignation, mais c'est juste accepter que c'est là pour le moment, puis ça va peut-être passer. Il y a plein d'études qui ont été faites, entre autres, chez les étudiants, mais aussi dans les milieux de travail, auprès de populations aussi dans les hôpitaux, ou des gens avec des difficultés de santé mentale ou de santé physique, qui montrent qu'on peut s'entraîner à la pleine conscience en faisant des exercices. Il existe des programmes plus structurés et ces programmes-là sont généralement associés à des effets positifs sur le niveau de détresse et le niveau d'anxiété des étudiants, mais aussi plein d'autres effets là, qui ont été documentés dans d'autres études. L'idée, c'est un peu comme si l'attention, c'est un muscle, et que la pleine conscience, c'est quelque chose qui se pratique pour qu'on devienne capable de mieux réguler notre attention vers le moment présent. Mais il n'y a pas de but. La pleine conscience, ce n'est pas comme la relaxation où le but de la relaxation, c'est de relaxer. Mais la pleine conscience, on n'est pas nécessairement censé se sentir relax après ou se sentir parfaitement bien après. Ça se peut que ça soit dur au début. Donc, il ne faut pas juger justement pour commencer. Je vais vous faire un mini exercice pratique de pleine conscience, si ça vous le dit. Je vais juste, je vais laisser ça comme ça, mais moi, je vais aller lire un truc de pleine conscience. Vous pouvez le faire si vous voulez, vous pouvez écouter sinon. Je ne suis pas expert en pleine conscience, donc pardonnez-moi. Je vais le faire un petit peu vite, mais vous allez voir le genre de choses d'un exercice de pleine conscience. Vous pouvez fermer votre caméra si vous êtes plus à l'aise aussi. La première chose qu'on fait dans cet exercice, c'est de prendre une posture détendue, debout ou assis, digne et droite, mais pas raide, qui laisse notre corps en éveil, exprimant le fait d'être présent à l'expérience qui se déploie. Maintenant, en fermant vos yeux, et si c'est confortable pour vous, la première étape consiste à être conscient, vraiment conscient de ce qui se passe en vous maintenant. Devenez conscient de ce qui se passe dans votre esprit. Quelles pensées vous traversent? Ici encore, du mieux que vous pouvez, observez seulement les pensées en tant qu'événements mentaux. Notez donc simplement les pensées. Notez également les sentiments qui sont actuellement présents dans votre esprit, en particulier ceux qui sont désagréables ou qui engendrent du malaise. Ainsi, plutôt que de les éloigner ou de les maintenir dehors, essayez de les identifier. Peut-être en vous disant « Ah, vous êtes là, pensée ou sentiment. C'est comme ça maintenant. » Et de même avec les sensations corporelles. Y a-t-il des sensations de tension ou d'oppression ou quoi que ce soit d'autre? Et de nouveau, prenez conscience de ces sensations-là en les notant simplement. Ça va, c'est comme ça en ce moment. Ainsi, nous avons une bonne idée de ce qui se passe maintenant. Nous sommes dégagés du pilote automatique. La deuxième étape consiste à rassembler notre conscience en se concentrant sur un objet simple, les mouvements respiratoires. L'attention se focalise vers le bras, vers les mouvements de l'abdomen, vers l'inspiration et l'expiration pendant environ 1 minute, en focalisant sur le mouvement de l'abdomen moment après moment, respiration après respiration, du mieux que vous pouvez. De sorte que vous identifiez ainsi les moments d'entrée d'air et les moments de sortie de l'air. Fixez simplement votre attention sur ces mouvements présents en vous,
Servez-vous de la respiration comme un point d'ancrage pour être vraiment présent. Je vais vous laisser le faire une vingtaine de secondes. Et maintenant, comme troisième étape, après s'être quelque peu concentré sur nous-mêmes, nous permettons à notre conscience de s'étendre. De la même manière que nous sommes attentifs à notre respiration, nous incluons également la perception du corps dans son ensemble. Ainsi, nous obtenons cette conscience plus étendue. Un sentiment du corps comme un tout, y compris la moindre tension ou sensations liées au maintien des épaules, du cou, du dos ou du visage pendant la respiration, comme si votre corps entier respirait. Maintenez toutes ces sensations dans une conscience plus étendue. Quand vous êtes prêt, permettez à vos yeux de s'ouvrir. Voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je ne suis pas le meilleur lecteur de mindfulness, là. Puis j'allais peut-être un petit peu vite, mais c'est le genre d'exercices qui font partie du mindfulness. Au départ, ce n'est pas nécessairement facile. Je ne sais pas si vos pensées allaient dans toutes les directions et tout. Mais à la longue, on devient on peut devenir capable de faire ça pendant plusieurs minutes, là. Puis l'idée, ça, c'est des pratiques de mindfulness qu'on dit formelles. Parce qu'il y a vraiment, on peut écouter un guide, il y en a plein de vidéos en ligne aussi, mais il y a aussi de la méditation mindfulness informelle, par exemple en marchant, en mangeant, prendre conscience de ce qu'on mange, de ce qu'on voit, etc. L'idée, c'est qu'en pratiquant comme ça, on vient capable d'identifier aussi quelles émotions on vit, quelles pensées on a, de juste se rendre compte que les émotions et les pensées, elles vont et elles viennent. Donc, on est moins affecté par elles, dans le fond. Les pensées, c'est des mots, c'est comme des petits. Il y a souvent en mindfulness l'image une pensée sur une feuille dans un radeau, une feuille qui flotte sur l'eau, pardon. Ben, elle va s'en aller, la pensée, au lieu de s'y accrocher. Donc, il y a pas mal d'études qui suggèrent vraiment que c'est efficace là, pour réduire l'anxiété et certaines difficultés. À l'Université Laval, je vous invite à aller voir sur ce site-là, si vous googlez Université Laval, méditation pleine conscience, il y a plein de vidéos, il y a des moments chaque mercredi où vous pouvez faire de la pleine conscience en ligne, etc. Donc, c'est des belles ressources qui sont à votre disposition. La stratégie, on a vu que pour aussi prendre soin de notre santé mentale, notre bien-être, les stratégies physiques ont aussi un rôle important à jouer. Entre autres, l'activité physique a un rôle clairement documenté contre l'émergence de l'anxiété. Puis il y a aussi des études qui suggèrent que faire de l'activité physique peut aider à réduire l'anxiété, évidemment. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à l'heure de la COVID, des études à distance, du télétravail, on passe beaucoup, beaucoup de temps devant nos écrans et on ne bouge pas autant qu'avant. En tout cas, les dernières études que j'avais lues il y a quelques mois. Donc, il y a des petites stratégies qu'on peut mettre en place dans notre quotidien pour nous aider à bouger plus. Par exemple, on peut se mettre des signes, des rappels externes. Je ne sais pas si vous connaissez la technique Pomodoro. Vous pouvez aller sur ce site-là, en fait. Pomodoro, c'est l'idée qu'on travaille 25 minutes. Puis à chaque 25 minutes, ça sonne avec l'outil en ligne, puis ça nous donne une pause de 5 minutes. Puis on fait ça pendant plusieurs fois. On peut faire ça à l'infini pendant une journée de temps. Je pense qu'à un certain moment donné, on a une pause plus longue aussi, là, si je me rappelle bien. L'idée, c'est que vous pouvez utiliser la pause pour aussi vous lever, aller faire quelque chose de physique un petit peu, aller faire des jumping jacks ou quoi que ce soit d'autre. Bouger plus souvent, par exemple, faire des marches pendant vos réunions Zoom, ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas si pendant des classes, certains l'avaient fait, là, mais pendant des réunions, des fois, je marche puis je fais ça au téléphone. Bouger pendant les moments d'attente routiniers. Par exemple, si vous faites chauffer de l'eau pour vous faire un café ou un thé, essayez de bouger, au moins d'être debout. Vous pouvez danser, mettre de la musique. C'est toutes des choses simples, vous allez me dire, mais l'idée, c'est d'intégrer, bouger le plus possible.
Pensez aux alternatives, parfois travailler debout, si vous avez un bureau qui peut se surélever ou même, je vais des fois, mais moins là à cause de la COVID, je ne vais pas, mais dans des cafés où il y a des fois des comptoirs un petit peu plus hauts, ben, je vois des gens qui travaillent des fois debout au lieu d'être assis, ben, ça fait une différence quand même. Puis ça peut même, tout ça ensemble, là, faire de l'activité physique peut aider là, à votre bien-être global, votre santé mentale. Il y a aussi des stratégies sociales qui sont importantes, qui peuvent jouer un rôle. On l'a vu plus tôt, vous l'avez dit, les aspects sociaux de votre vie, ça a un impact sur votre santé mentale et de votre bien-être. Faire du bénévolat, sentir qu'on appartient à une communauté, recevoir ou offrir du soutien, bien, ça l'aide les personnes qu'on aide, évidemment, là, mais ça l'aide aussi la personne qui donne, qui offre le soutien. Il y a des études, je ne vous rentrerai pas dans les détails, mais qui ont aussi recensé plein d'autres études qui ont été faites qui montrent qu'il y a un effet de donner du soutien pour la personne qui le donne. Il y a un effet sur le bien-être. Le bien-être de l'acteur, l'acteur, c'est celui qui donne le soutien, se voit amélioré par le fait d'offrir du soutien. Il y a même une étude qui montre dans un milieu de travail qu'on a même été capable de voir chez des personnes qui donnent du soutien, c'est des infirmières dans l'étude, des infirmiers, qu'il y avait la réponse au niveau de l'inflammation physiologique. On pouvait voir des impacts positifs sur des indicateurs physiologiques, là, des impacts de donner du soutien à d'autres personnes au travail. Il y a aussi des études qui montrent que même simplement, pas nécessairement même donner du soutien, mais penser au fait qu'on a de la gratitude pour ce qu'une autre personne a fait, c'est associé à des impacts positifs sur notre engagement à l'université, par exemple, qui peut avoir un impact positif sur nos notes. Donc, l'idée de la gratitude, donc chaque jour, noter les choses positives qui vous sont arrivées, qui sont dues à d'autres personnes ou juste un peu à la vie, bien, c'est associé à des impacts positifs. Donc, c'est des petites choses que vous pouvez faire et que vous faites probablement déjà puis qui vous aident sans même peut-être que vous vous en rendiez compte. L'idée de l'autogestion, c'est que là, je vous ai donné en rafale plein de différentes catégories de stratégies, mais l'idée, c'est que chaque personne a sa recette d'autogestion. L'idée, c'est de commencer par ce qui fonctionne déjà, pas vous en mettre trop. Vous faites déjà des choses. Puis ça, c'est motivant. Il y a même des études qui montrent que suggèrent que si on dit aux personnes, c'était une étude où des personnes voulaient perdre du poids. Je ne dis pas que c'est nécessairement le but qu'il faut avoir, là, mais les personnes voulaient perdre du poids. On a dit à une partie des participants, c'était des participantes, en fait, des femmes de chambre dans un hôtel, on leur a dit, vous voulez perdre du poids, mais regardez, vous faites déjà plein d'activités physiques dans le cadre de votre travail, en nettoyant les chambres, etc. L'autre groupe, c'était aussi des femmes de chambre, mais on ne leur a pas dit ça. Ils voulaient aussi perdre du poids, mais on ne leur a pas dit qu'ils en faisaient déjà beaucoup. Et le groupe qui s'est fait dire qu'il en faisait déjà beaucoup a eu de meilleurs résultats en termes de perte de poids, même si je ne sais pas qu'il faut viser à perdre du poids, là, mais c'est juste pour illustrer le point. Donc, si vous reconnaissez ce que vous faites déjà, c'est déjà motivant, ça peut mener même à de meilleurs résultats dans votre démarche d'autogestion. L'idée, c'est que si vous vous faites aider ou que vous aidez quelqu'un dans leur autogestion, il faut que l'autre personne joue un rôle d'accompagnateur, mais sans imposer. Donc, si vous parlez de l'autogestion avec votre chum ou votre blonde ou peu importe, puis que la personne veut vous dire quoi faire, ce n'est pas bon. L'idée, c'est de vous donner du contrôle, du pouvoir sur ce qui peut vous aider. Je ne dis pas de refuser tous les conseils, mais il faut aussi être capable d'accepter les conseils qu'on nous donne, puis d'être au bon moment, d'être là, qu'on soit rendu là pour être capable de prendre le conseil. Donc, vous donnez du pouvoir, dans le fond, sur ce que vous voulez faire pour aller mieux, aller bien. Cultiver l'espoir, la prise de pouvoir. L'espoir joue un rôle vraiment important. Avoir un mindset optimiste, ce n'est pas facile, mais essayer de cultiver ça au quotidien, ça a été aussi associé à des bénéfices. Puis finalement, reconnaître que sa santé mentale, son bien-être, ça l'évolue. Ce n'est pas toujours la même chose. Ce qui est bon pour moi aujourd'hui, puis comme autogestion, ça ne sera peut-être plus dans un mois, la semaine prochaine, il va falloir que je réévalue. Pour ça, il existe d'ailleurs un outil, je vous invite à y aller. Je n'aurai pas le temps de le présenter, mais c'est un outil où on vous donne une panoplie de stratégies d'autogestion. Il y en a une soixantaine basées sur l'étude dont je vous ai parlé plus tôt. On a fait un outil, puis ça vous aide à constater quelles stratégies vous mettez déjà en place. Ça vous aide aussi à vous rappeler, il y a peut-être des choses que je faisais avant qui m'aidaient, mais que j'ai oubliées ou je ne fais plus, puis je pourrais peut-être les remettre en place. Il y a peut-être des choses que d'autres personnes font et qui pourraient m'inspirer. Donc, il y a toute une liste qui est proposée. Et on vous invite après, on vous aide à faire un mini-plan pour passer à l'action, puis éventuellement réviser vos moyens dans le futur. Donc, il y a un outil interactif qui existe. Vous pouvez vous créer un compte gratuit et remplir cet outil-là de façon régulière si ça vous tente. Puis, il y a plein de ressources pour vous aider.
Il y a aussi un organisme avec qui je collabore qui est situé à Montréal, mais qui offre des services en ligne pour aider les gens qui vivent avec des difficultés de santé mentale à faire de l'autogestion dans le quotidien. Donc, c'est des ateliers de groupe qui pourraient être très utiles. Puis on est en train de développer une version à venir pour les étudiants et les étudiantes qui va être disponible pas cette année, mais probablement l'an prochain. Je vous quitterai en vous invitant à prendre peut-être, on va essayer de le prendre 2 minutes. Notez une stratégie que vous utilisez déjà, quelque chose qui vous fait du bien pour votre bien-être, votre santé mentale. Une stratégie que vous avez déjà utilisée, que vous n'utilisez plus, mais que vous pourriez réactiver. Puis une stratégie nouvelle que vous n'avez jamais essayée et que vous aimeriez essayer. Stratégie, c'est un grand mot. Là. Ça peut être une petite chose qui pourrait vous faire du bien. Je vous laisse peut-être 1 minute pour noter ça. L'idée par la suite, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, mais c'est que vous avez noté 3 stratégies. Donc, une que vous faites déjà, que vous pourriez continuer, une que vous avez fait, que vous devriez réessayer, de remettre en place, puis une nouvelle que vous devriez essayer. L'idée, ça serait d'en choisir une ou deux de ceux-là, pas de vous mettre trop de pression, mais de voir dans les prochaines semaines, qu'est-ce que vous pourriez faire pour en mettre une ou deux en action parmi celles-là. Puis l'idée, c'est de nommer la stratégie, penser à quelles actions vous allez faire ou quand, puis est-ce qu'il y a des ressources pour vous aider. C'est vraiment en faisant ce genre de plan-là qu'on met des chances de notre côté de mettre ces choses-là en place. Si on dit je vais faire de la méditation, mais qu'on ne le met pas dans notre horaire, qu'on ne sait pas quand puis comment on va faire avec quelles ressources, ça va être difficile. Mais si on planifie d'avance, ça va nous aider. Donc, l'idée, c'est d'y aller petit à petit, de ne pas vous mettre trop de pression. Parce que c'est mieux d'y aller tranquillement, d'avoir un succès, puis de voir qu'on l'a fait, que de se mettre trop de pression, puis se dire on va faire de la méditation tous les jours pendant 12 jours. Peut-être que c'est beaucoup qu'on n'a jamais fait. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que je vous invite dans le futur à essayer ça dans les prochaines semaines. Puis, soyez à l'affût donc de votre plan de stratégie, puis des impacts que ça a. Ça se peut que vous essayiez une stratégie, puis finalement, ça ne vous aide pas tant que ça. Mais ce n'est pas plus grave, ce n'est pas des stratégies magiques, mais vous pourrez changer et en essayer une autre. Réalisez votre plan en conséquence, puis faites preuve d'autocompassion. L'idée, c'est que vous essayez des choses, vous faites le mieux que vous pouvez dans le contexte de la COVID, du stress des études, de la vie. Donc, si des fois, vous n'avez pas réussi à atteindre votre objectif, c'est bien correct aussi, puis vous saurez pour la prochaine fois de peut-être vous fixer un plan un peu moins ambitieux, par exemple. C'est normal que votre recette d'autogestion va évoluer en fonction de la vie et du contexte. En fait, c'est normal puis c'est même sain. Donc, je vais finir en disant que le bien-être, l'autogestion, vraiment, ça permet le but, c'est de faire de l'autogestion pour favoriser l'équilibre, mais c'est vraiment une responsabilité partagée. Donc, oui, on peut faire de l'autogestion soi-même pour soi, mais je vous invite tous à penser dans les prochaines semaines, est-ce que vous pouvez être à l'écoute d'une personne autour de vous qui aurait besoin d'aide ou qu'on la soutienne dans son autogestion? Parce qu'on a aussi comme société, comme milieu de vie, milieu de travail, milieu d'études, une responsabilité d'être là pour les autres et de les aider là-dedans. Donc, je vous laisserai sur ça aujourd'hui.